Diviser pour régner est une histoire courante ou une histoire ancienne? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on peut toujours dire que diviser pour mieux régner est une réalité concise et précise qui existe? Eh bien, écoutez, les États-Unis d'Amérique, après avoir poussé l'Afrique du Sud de côté, viennent de se tourner vers le Kenya pour créer une collaboration profonde. Beaucoup de personnes se posent des questions pour savoir pourquoi. C'est évident. Vous savez, quand vous avez deux personnes qui sont amies et vous n'aimez pas l'une des personnes, vous commencez carrément à congratuler ou à féliciter l'une des personnes, présent et saluant ses capacités, élevant ses aptitudes, lui disant combien elle est jolie, intelligente, brave, courageuse, devant la personne que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que ça crée entre eux? Il y a une petite jalousie qui naît, un besoin de dire pourquoi elle et pas moi. C'est ça le sentiment qu'on crée. Diviser pour mieux régner, c'est une histoire qu'on a appliquée en Afrique depuis très longtemps. Est-ce valide encore aujourd'hui? On va le découvrir tout de suite. Le 4 décembre, Marco Rubio des États-Unis d'Amérique a rencontré le président William Ruto. Je pense que c'est essentiel qu'on comprenne ce qui se passe en Afrique pour comprendre la grandeur de tout ce qui se passe ailleurs. Marco Rubio rencontre William Ruto dans une discussion profonde. Il signe un nouvel accord, un accord de santé où le Kenya profitera de beaucoup d'aides venant des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis et l'Afrique du Sud eurent des vrais problèmes sur le plan diplomatique. Est-ce une stratégie par les États-Unis d'Amérique de tourner les deux pays africains? Le 4 décembre 2025 est la plus récente rencontre de haut niveau entre les États-Unis d'Amérique et le Kenya. Discussion profonde entre Ruto et Marco Rubio. Marco Rubio, ça ne rigole pas. C'est un monsieur qui ne badine pas du tout. Les résultats, évidemment, ils ont signé un nouveau cadre de coopération en matière de santé destiné à approfondir les relations entre les États-Unis et le Kenya. Et aussi en mettant l'accent sur le système de santé publique et la collaboration à long terme. Donc les États-Unis et le Kenya signe un deal pour collaborer encore profondément. Mais pourquoi ça dérange? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, les États-Unis étaient en train de bouter le Kenya hors de ses périmètres. Les États-Unis n'aiment plus le Kenya. C'est bizarre que maintenant ça change puisque les États-Unis et l'Afrique du Sud ne collaborent plus. C'est comme, encore une fois, les deux amis, comment les séparer? Il faut aimer un plus que l'autre. Dis-toi, tu parles trop. C'est lui que j'aime puisqu'il est humble. Pourquoi tu ne peux pas être humble comme lui? Pourquoi les États-Unis et le Kenya avaient des difficultés préalablement? En août 2025, Ruto a défendu ouvertement l'orientation du Kenya vers la Chine. Il a célébré la Chine. La Chine est un beau pays. Ce sont des gens avec qui on travaille très bien. Il y a un respect mutuel. Ruto l'a dit ouvertement. Ruto ensuite soulignant que les accords commerciaux et accès élargi au marché qui profitent aux producteurs kenyans. Il voulait dire que la Chine a ouvert ses portes et ça profite aux producteurs kenyans. Ce n'est pas comme les États-Unis. Il n'a pas dit ça, évidemment. Il a dit la Chine nous a ouvert la porte qui profite aux producteurs kenyans. Il a insisté sur le fait que la politique étrangère du Kenya était guidée par les intérêts économiques seulement, non par des pressions extérieures. En parlant de pressions extérieures, vous savez exactement qui a pour habitude d'exercer des pressions sur les gens. Il dit nous sommes guidés par nos intérêts économiques. Ce n'est pas par une quelconque pression extérieure. Ruto a déclaré que Nairobi ne reculera pas vis-à-vis de la Chine, même si on place la pression. Peu après, qu'est-ce qui s'est passé? Ruto a dépêché une équipe à Pékin pour conclure des nouveaux accords. Les États-Unis étaient furieux par rapport à cette histoire. Le Congrès américain a lancé un examen de lien du Kenya avec la Chine, la Russie et l'Iran, exprimant des inquiétudes quant à l'alignement des Nairobi. Ils ont dit finalement, ce gars, il s'aligne avec la Russie, la Chine et l'Iran. Pourtant, on l'a nommé comme allié extérieur de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. On ne peut plus lui donner ses accords. Il ne doit plus profiter de ces histoires. Washington, évidemment, a commencé à reconsidérer le statut du Kenya comme allié majeur, hors OTAN, une désignation qui offre des avantages en matière de coopération militaire et sécuritaire. Donc le Kenya a bénéficié de ces histoires. Et comme Ruto a osé dire que les Chinois sont bons, nous travaillons très bien, nous n'avons aucune difficulté, ça profite à nos populations, on a réévalué leur traité. Comment peux-tu oser parler de la Chine comme ça? Ceci, évidemment, a créé des tensions. On a failli kicker hors du périmètre le Kenya, bouté évidemment. AGOA, c'est ce programme qui permet aux Africains de pouvoir avoir un marché élargi jusqu'aux États-Unis d'Amérique sans avoir à payer des tarifs chers. On a intimidé le Kenya. Qu'est-ce que le Kenya a fait? Le Kenya a immédiatement dépêché quelqu'un aux États-Unis pour discuter avec un lobbyiste. Ce lobbyiste est payé $190,000 le mois. Parler positivement du Kenya aux États-Unis d'Amérique. Il y a un monsieur américain qui gagne $190,000 le mois pour simplement dire pensez au Kenya, le Kenya est un bon pays, cherchez des faveurs pour le Kenya. Pendant ce temps, il y a des Kenyans docteurs qui à peine ont du mal à joindre les deux bouts. Pendant ce temps, il y a des Kenyans qui traversent l'Arabie Saoudite, les montagnes, certains sont tués, tout ça là, pour avoir un petit salaire. Alors, c'est suite à ça que les États-Unis ont renversé la vapeur en devenant gentils avec le Kenya. Et alors, pour renforcer cette histoire, ce n'est qu'il y a quelque temps, quand l'Afrique du Sud a eu des difficultés avec les États-Unis, que les Américains sont finalement partis vers le Kenya pour montrer, regarde, nous avons un nouvel ami.
Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de génocide contre les Blancs. Nous sommes tous au courant de cette histoire. Génocide, vous connaissez la définition, c'est ciblage précis d'un groupe spécifique de personnes, selon leur appartenance politique, leur religion, leur appartenance tribale et autre chose. Donc, en disant que les Blancs sud-africains sont victimes de génocide qui est autorisé par le gouvernement sud-africain, on insinue que les Sud-Africains autorisent la mort des Blancs fermiers sud-africains. Maintenant, quand on y examine plus profondément, on se pose la question de savoir, est-ce seulement des Blancs sud-africains qui sont tués? Absolument pas. Y a-t-il d'autres personnes, d'autres races qui sont tuées? Les Noirs sont tués aussi et les fermiers. C'est-à-dire qu'il y a un problème beaucoup plus grand. Et ce n'est pas spécifiquement un génocide. C'est-à-dire qu'il y a un problème de criminalité. Alors, est-ce que le simple fait que ceux qui sont tués ne soient pas exclusivement blancs soit la raison justificative pour ignorer le fait que les Blancs sont tués? Absolument pas. Il faudrait y accorder le temps et le courage nécessaires, les outillages nécessaires pour résorber ce problème. Mais par contre, au premier tour, rendez-vous compte, quand Trump a accusé l'Afrique du Sud de génocide, l'Afrique du Sud a dépêché une équipe jusqu'à la Maison-Blanche pour essayer de renverser la vapeur. L'objectif était, allons discuter de vive voix pour essayer de montrer à M. Trump qu'il n'y a pas de génocide qui se passe en Afrique du Sud. Mais pendant ces temps, il y a des experts qui disaient, est-ce que vous pensez vraiment que les États-Unis ne savent pas qu'il n'y a pas de génocide? Est-ce que vous pensez que s'il y avait vraiment génocide, les États-Unis parleraient à distance? Arrivé à la Maison-Blanche, des documents ont été présentés à M. Cyril Ramaphosa par surprise. On lui a même montré des dossiers sur papier, disant que c'était le génocide représentatif du génocide des Blancs en Afrique du Sud. Parmi ces papiers, certains experts ont démontré que certains de ces papiers étaient des rapports venant de la République démocratique du Congo pendant l'épidémie de Ebola, qui n'avait absolument rien à voir avec l'Afrique du Sud. Mais malgré tout ce fait-là, les États-Unis, de manière consistante, ont continué à accuser l'Afrique du Sud de génocide contre les Blancs. Pendant aussi les liens, les accords et beaucoup de choses qui étaient facilitées par les États-Unis d'Amérique. Alors on se pose la question, si tu sais vraiment qu'il n'y a pas de génocide, pourquoi tu continues à être méchant envers nous? C'est-à-dire qu'il y a un autre problème. D'autres personnes ont dit que c'est peut-être parce que les États-Unis n'étaient pas tout à fait contents du fait que l'Afrique du Sud eût emmené Israël à la Cour internationale de justice, serait la raison la plus majeure, la plus évidente de cette réaction de Trump, qui est supporter et nuit d'Israël. D'autres personnes disent que c'est la relation qu'a l'Afrique du Sud avec la Russie, l'Iran et la Chine qui dérange les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous, au premier tour, l'Afrique du Sud a dépêché une équipe, y compris le président de la République, pour aller discuter avec Trump, pour essayer d'adoucir les histoires. Mais à cette occasion ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique du Sud était le pays qui organisait le G20, cette réunion économique qui réunit les 20 pays les plus forts économiquement dans le monde. La toute première fois où il fallait lui accorder ses honneurs et ses fleurs, Donald Trump dit « Je ne participerai pas à cet événement parce que vous tuez des Blancs ». Chose qui a évidemment, pendant ce temps, déjà été prouvé que ce n'était pas tout à fait faux. Mais y a-t-il des Blancs qui sont tués? Oui, il y a des Blancs qui sont tués. Mais est-ce un génocide? En tout cas, d'après la définition de Larousse, ce n'est pas tout à fait ça. Il doit y avoir une autre raison. L'Afrique du Sud a procédé son événement sans la présence des États-Unis officiellement. Ça sera quelques jours avant la fin de l'événement que Cyril Ramaphosa recevra une information d'après laquelle les États-Unis souhaiteraient participer à l'événement. Mais pendant qu'il reçut l'information, il a fait une blague par rapport à ça. Et les États-Unis n'ont pas aimé. Oui. Nous avons reçu une notification de la part des États-Unis, une notification sur laquelle nous sommes encore en discussion avec eux. Concernant un changement d'avis, notamment en ce qui concerne leur participation sous une forme ou une autre au sommet. Donc, les discussions sont toujours en cours. Cela arrive vraiment à la dernière minute avant le début du sommet. Ramaphosa en train de rire, évidemment ici, ça ne sonne pas tout à fait bien pour un pays respecté comme les États-Unis, un pays grand, qui finalement change sa décision en disant je veux finalement venir, après avoir dit non, après avoir snobé, finalement il veut venir. L'Afrique du Sud dit on doit voir la praticité, la practicalité. Est-ce que la faisabilité est une possibilité envisageable? Tu peux pas venir à la dernière heure et dire que tu veux, évidemment sur le plan logistique. Avait-il raison de le dire comme ça, pour des raisons justifiées? Oui, il a dit ça comme ça pour montrer, c'est à nous de voir, on veut voir pourquoi vous venez, c'est quoi la praticité de votre présence. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas aimé ça du tout, parce qu'évidemment, ça donne l'impression de ridiculiser un grand État. Et quelque temps après, il y a eu une réaction, cette réaction.
J'ai vu le président sud-africain parler un peu trop contre les États-Unis et le président des États-Unis plus tôt aujourd'hui. Et ce langage n'est pas apprécié par le président ni par son équipe. Alors, vous écoutez ici cette femme, elle parle en anglais disant the South African president is running his mouth. Running his mouth, c'est un peu comme il parlote, comme c'est parler, c'est waka waka waka. Chose qui n'est pas tout à fait évident dans la structure sociale. Une personne de cet âge-là ne peut pas parler à une personne de l'âge du président de la République et surtout un président de la République d'une nation souveraine de la sorte. Ce n'est pas envisageable, ce n'est pas respectable. Elle corrige l'histoire en disant non, on ne voulait pas faire partie de l'événement, on voulait simplement faire la remise et reprise avec le président de la République. Mais en envoyant qui? Il voulait envoyer un entry-level diplomate, c'est-à-dire un diplomate de bas rang, un chargé d'affaires pour aller rencontrer un président de la République et faire la remise et reprise. Les Sud-Africains ont dit on ne peut pas faire ce genre d'histoire. Ce n'est pas respectable pour notre président. S'il s'agissait de l'ambassadeur, on pourrait comprendre, parce que la remise et reprise se fait entre présidents. Si vous envoyez l'ambassadeur, on pourrait comprendre. Mais un chargé d'affaires, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de génocide des Blancs, non, on n'acceptera pas. Quelques temps après, les États-Unis disent officiellement que nous organisons la G20 et l'Afrique du Sud ne sera pas invitée. Rendez-vous compte, l'Afrique du Sud fait officiellement partie des pays qui sont dans le G20, mais ne sera pas invitée à l'événement aux États-Unis d'Amérique. Alors, quelques temps plus tard, on entend les États-Unis d'Amérique qui avaient bouté le Kenya hors du territoire parce que le Kenya avait glorifié la Chine, directement en communication avec le Kenya, envoyant le vice-président au Kenya pour discuter, secrétaire général discuter avec le président du Kenya pour des accords élargis qu'ils ont maintenant beaucoup plus profonds. Alors la question qu'on se pose ici, comment est-ce que le Kenya et l'Afrique du Sud c'est persévérant? C'est comme si on disait, bon, toi je ne veux pas de toi, je veux ton ami. Est-ce une façon intelligente des États-Unis d'Amérique d'indiquer à tout le monde que si vous voulez avoir de bonnes relations avec nous, il faut vous comporter comme le Kenya. C'est-à-dire, quand on se fâche contre vous, vous venez en nous suivant. Vous battez les mains, vous envoyez un lobbyiste, vous le payez de l'argent, 190 000 $ le mois, vous demandez plusieurs pardons pour que l'on revienne. Si vous vous comportez comme l'Afrique du Sud, on va vous punir. La deuxième chose ici est celle-ci. Comment sera la relation entre le Kenya et l'Afrique du Sud si les États-Unis d'Amérique décident finalement d'inviter le Kenya comme invité extérieur pendant qu'on bloque l'Afrique du Sud hors de ce périmètre? Dans une diplomatie correcte, est-ce que le Kenya peut partir? Les États-Unis ont proposé la Pologne à la place de l'Afrique du Sud comme participant au G20 2026. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ma question est celle-ci. L'Afrique du Sud doit-elle se plier encore une fois pour faire plaisir à Trump afin de vivre une vie normale? Ou est-il maintenant temps pour elle de se lever et de combattre pour son bien? God bless.